On va parler d'un sujet qui ne prend pas de vacances, lui, malheureusement, les actes antisémites pendant cet été 2026. J'ai envie de revenir sur cette histoire qui s'est passée dans la station des Deux Alpes. Des paroles hallucinantes, vous allez l'entendre dans quelques instants, contre des vacanciers de confession juive. La vidéo est devenue virale, on le comprend, je vous propose d'écouter. Trop nombreux. C'est qui on est trop nombreux, madame? La communauté juive, vous êtes trop nombreux. Et alors? C'est qu'à un moment donné, ça excède les gens. Ça excède les gens? Mais bien sûr. Ah, Je vous filme moi aussi. Très bien. Je vous ai demandé quelque chose, madame? C'est son commerce. Elle fait ce qu'elle veut, c'est ses chaises et ses tables. Ah non, elle fait pas ce qu'elle veut, madame, il y a des lois. De dire qu'on est trop ici, qu'on excède parce qu'on est des juifs. C'est pas grave, madame. Vous allez faire le... Bon, alors forcément, une enquête a été ouverte. J'ai envie de vous dire que ça s'appelle le signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire de signaler sans délai au procureur de la République les crimes, les délits dont il a connaissance. Ça a été le cas, ça a été lancé par les autorités. Une enquête est en cours, la commerçante va être entendue, Elliot Maman. Oui, absolument, et évidemment qu'il n'y a strictement aucun type de comptabilité macabre dans lequel il faut se lancer, aucun type non plus de concurrence victimaire à alimenter, mais simplement pour répondre frontalement aux propos qui ont été tenus par cette commerçante, en plus de lui rappeler évidemment qu'il est absolument illégal, quand bien même tient-elle un commerce privé pour elle de discriminer des clients sur une quelconque base et certainement pas sur celui de la confession. On pourra également lui rappeler que les personnes de confession juive sont au contraire, et contrairement à ce qu'elle soutient dans ses propos, sous-représentées en France. Il n'y a pas de statistiques officielles, bien entendu, mais selon les estimations dont on dispose, il y a moins de 0,5% de Français de confession juive. C'est véritablement la religion monothéiste la moins présente sur le territoire français. Et c'est en outre, et c'est ça qui est toujours assez surprenant, celle qui est exactement la plus visée. Alors, pas uniquement proportionnellement, parce que le ministère de l'Intérieur est très transparent chaque année sur le nombre d'actes anti-religieux qui sont signalés, qui lui sont déférés d'une manière ou d'une autre, pas directement à lui évidemment, mais du moins dont il a eu connaissance. Et en effet, les actes anti-juifs sont toujours les premiers types d'actes anti-religieux qui sont commis sur le territoire français. Et donc ensuite, si on s'intéresse proportionnellement, comme vous dites, alors là, en revanche, manifestement, le nombre d'actes anti-juifs qui sont commis en France par rapport au nombre de Français de confession juive, évidemment, là, est absolument incommensurable. Et donc, c'est quand même toujours assez surprenant d'entendre cette accusation selon laquelle il y aurait trop de juifs en France, alors que non, il n'y en a pas, il y en a même de moins en moins, puisque le nombre d'alias, c'est-à-dire d'émigration vers Israël en provenance de la France chaque année, augmente. Antonin André, la communauté juive, vous êtes trop nombreux, à un moment donné, ça excède les gens. Alors là, déjà, ça, c'est honteux de dire ça, mais ce qui m'a surtout choqué, moi, c'est elle a le droit de le dire, elle fait ce qu'elle veut, elle est chez elle, c'est son commerce. Mais c'est dingue quand même de savoir que les gens légitiment ça. Oui, c'est une méconnaissance de la loi, puisque effectivement tout acte raciste et antisémite aujourd'hui tombe sous le coup de la loi. Donc non, madame, on ne peut pas dire exactement ce qu'on veut en démocratie, et c'est le respect de la liberté de chacun qui est la limite de notre droit d'expression. C'est vrai que les actes antisémites ont augmenté de 15%, je crois, l'année dernière. Et en fait, on assiste à un phénomène qui explose depuis les attaques du 7 octobre et l'importation d'une partie du conflit israélo-palestinien en France, avec des forces politiques qui en ont aussi beaucoup fait la publicité et qui se sont servis de ce relais communautaire pour stigmatiser Israël et du même coup, par leurs militants et par leurs excès, à stigmatiser la communauté juive. Et on a du mal à sortir de cette tendance depuis 2 ans, même si les autorités publiques sont extrêmement mobilisées sur ce sujet. Alors ce type de propos est éminemment condamnable, mais ça illustre un antisémitisme d'atmosphère. C'est-à-dire que c'est pas une agression physique. Puis on se l'autorise surtout, voilà, c'est décomplexé. et c'est une ambiance d'atmosphère, donc c'est évidemment très inquiétant. Et c'est vrai qu'il y a une période pas si lointaine, dans les années 80 en France, où j'ai souvenir qu'il y avait des villes, notamment en France, qui s'illustraient par le vivre ensemble de différentes communautés. Je pense à Sarcelles en particulier, où la communauté juive était très importante, avec une communauté musulmane, une communauté aussi, il y avait des Noirs africaines, enfin il y avait vraiment une mixité très forte. Et ce genre de mixité aujourd'hui disparaît de plus en plus, parce qu'effectivement la communauté juive ne trouve plus d'endroit en France où elle se sent en sécurité, ce qui est quand même pour nous, Français, tradition, pays des droits de l'homme, évidemment un peu triste et dommageable. Alors quelle réponse apporter? Est-ce qu'on partirait éventuellement sur une réponse pénale ferme ou une simple sanction civile et administrative pour ce type de propos? Ce qu'il
qu'il y a une bonne réponse, Elliot Mamen, à ça? Non, il n'y en a strictement aucune. Et évidemment que l'une des difficultés dans la condamnation de ce type de propos, qui est absolument nécessaire, on est tous d'accord, c'est que dès lors que l'on judiciarise des débats comme ceux-là, on donne parfois l'impression aux personnes qui sont antisémites et qui sont donc déjà convaincues que les personnes de confession juive ont une espèce d'emprise sur le pouvoir qui serait disproportionnée. On leur donne l'impression quasiment de légitimer ce qu'elles disent, puisque précisément, elles ont une réponse légale à des propos politiques qui ont été tenus. Alors là, évidemment, on pourra me répondre, oui, mais c'était pas uniquement rhétorique. Il y a aussi eu le refus de service, l'humiliation publique, peut-être même, je ne sais pas si ça pourrait tomber sous le coup d'une injure publique quasiment, vu qu'il y avait une opposition frontale à une personne. Mais c'est vrai que c'est toujours ce qui est éminemment compliqué, c'est que la réponse pénale qui est nécessaire renforce également un certain nombre d'antisémites dans leurs convictions. Et ça, évidemment que c'est une difficulté. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours également avoir une espèce de médiation politique de ce type de problématique-là, parce que je crois que l'on arrive généralement plus à convaincre par le débat, par la rhétorique, que par directement une sanction pénale qui n'est pas toujours véritablement expliquée. Et puis pas comprise par la personne qui la reçoit. Et j'allais en venir à ça, évidemment. On voit faut que la réflexion soit menée dans son propre cerveau. On voit que la personne, en l'occurrence, là c'est un exemple assez manifeste, mais elle est manifestement assez en recul par rapport aux considérations plus larges, culturelles, politiques que l'on peut généralement avoir en France. Et donc peut-être qu'elle n'aurait pas non plus immédiatement une compréhension de toutes les raisons pour lesquelles on a décidé de condamner l'antisémitisme. Et c'est vrai que c'est pour ça que des fois une pure condamnation pénale qui n'est pas accompagnée d'explications politiques n'est pas toujours particulièrement efficace. C'est aussi parce que ce qui est important, vous savez, on entend souvent de toute façon l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, mais cette phrase, elle oublie le plus important, c'est pourquoi à l'origine on a décidé de faire de l'antisémitisme un délit. Et c'est parfois aussi une façon pour certains responsables politiques de l'oublier, de ne pas avoir véritablement à rappeler les raisons pour lesquelles on s'est dit c'est important de condamner ça. Vous le disiez, l'importance de la compréhension de la situation. Ça me rappelle un procès, alors c'est une petite digression comme ça, par rapport à une personne qui était jugée pour un homejacking. Et la personne va devant monsieur le juge et lui dit « Mais moi, je lui ai pas fait de mal à cette personne, je l'ai pas tapé. » « Oui, mais vous lui avez quand même fait peur, il y a quand même des gros problèmes psychologiques. » « Ouais, mais je l'ai pas tapé. » Donc pour lui, faire mal, c'est taper seulement. Donc voilà, encore une fois, le travail de la justice, le travail... j'ai envie de dire sociétal aussi, de faire passer des messages. Pour revenir à cette vidéo qui a été siglée « Balance ton antisémite », voilà, encore les réseaux sociaux donc, qui font caisse de résonance, qui a suscité bien évidemment de nombreux commentaires sur les réseaux. Alors justement, Antonin André, les réseaux sociaux, c'est le bon moyen pour traiter ces problèmes, pour faire le miroir de la société. Est-ce que le tribunal populaire, c'est la solution ? Non, c'est pas la solution, mais bon, on vit avec les réseaux sociaux qui aujourd'hui... il y a des débats d'éditorialistes dans les radios, il y a des débats de citoyens dans les cafés, et donc il y a des débats sur les réseaux sociaux avec une forme de lobbying, c'est-à-dire de groupes d'intérêt qui, en fonction de votre communauté et de votre appartenance politique, jouent la caisse de résonance. Mais il faut être prêt à dégainer son téléphone pour tout filmer. Alors, en fait. Oui et non, c'est-à-dire que... et il y a des vertus parfois aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien que parfois, dans d'autres domaines, je pense à la pédophilie, des gens prennent des initiatives individuelles pour aller essayer de piéger des pédophiles. En fait, ça n'est pas une réponse au problème. C'est un élément dans le débat public qui aujourd'hui, dont on doit tenir compte parce qu'elle amplifie ou elle révèle des actes dont on n'aurait pas eu connaissance autrement. Mais en aucun cas, ça n'est une réponse, et c'est même parfois hystérisant. C'est-à-dire que ça ne contribue pas forcément à apaiser le débat public et à trouver des bonnes réponses, mais ça a davantage comme but d'entretenir les gens dans leur propre certitude et d'alimenter la colère des groupes les uns contre les autres. Donc je ne vois pas dans les réseaux sociaux une réponse, en tout cas, à ces sujets. Là où il peut y avoir une comparution immédiate dans certains crimes et délits, est-ce qu'il devrait y avoir aussi quelque part une réaction plus immédiate, plus rapide de la part de la justice pour suivre la vitesse des réseaux sociaux? Elle a été, là, en tout cas, la dame a été entendue par la police. Donc, il s'est passé 24 heures ou 36 heures avant qu'elle soit entendue. Donc, on voit que l'affaire est quand même prise au sérieux. Il y a un certain nombre de prises de parole politiques qui incitent la justice à agir avec célérité. Je crois que les enquêteurs vont maintenant essayer de contextualiser ces propos et d'entendre des témoins. Donc l'affaire suit son cours. Il ne s'agit pas non plus, on ne peut pas non plus sur la foi de juste cet échange-là dire Madame, on vous colle 50 000 € d'amende et on vous envoie en tôle
un an, parce que la justice, c'est aussi le contradictoire. Oui, Et c'est que pas chaque 15 personne a le secondes droit. d'échange, effectivement. Voilà, chaque faut personne a voir le droit dans de se son entièreté. défendre et il faut se garder d'avoir des condamnations trop définitives et trop rapides sur la base juste de cette vidéo. Elliot Maman. Oui, absolument. Il y avait eu, je ne sais pas si vous vous le rappelez, il y a 2 ans, à l'été 2024, une recrudescence d'actes beaucoup plus physiques, pour le coup, antisémites dans les transports en commun. Et puis là, la justice avait été assez rapide, assez ferme, avec même un certain nombre, du moins dans une des affaires, il y avait eu des détentions provisoires qui avaient été prononcées extrêmement rapidement après la diffusion, là aussi, sur les réseaux sociaux, des images de ces altercations antisémites. Donc, oui, on peut toujours estimer, évidemment, que c'est évidemment un des problèmes de la justice française, c'est que le temps de traitement de la justice n'est pas toujours assez rapide. Ça, je pense que c'est surtout vrai quand il s'agit des agressions physiques. Une fois encore, quand on a véritablement une altercation verbale, c'est encore une autre considération, un autre pan de la justice. Vous écoutez Europe 1 Info, 13h27. Avant de parler juste après le journal permanent de la lettre adressée de Sébastien Lecornu à nos agriculteurs, on va parler de cette tentative de féminicide à Marseille. Une quadragénaire grièvement blessée à l'arme blanche par son ex-conjoint. Ça s'est passé hier matin. Des coups de cutter au cou en pleine rue, dans le 15e arrondissement de Marseille. La victime a été transportée à l'hôpital. Pronostic vital engagé au départ. Finalement, ça semble s'améliorer. Alors, ce qui est étonnant, c'est que son ex-conjoint, un Algérien visé par une OQTF, est soupçonné d'avoir tenté donc de l'égorger carrément sous les yeux de leurs 5 enfants. On est sur une histoire terrible. Et d'après les informations du journal La Provence, la victime avait déposé plainte contre lui la veille, donc vendredi. On est vraiment dans un espace-temps qui est très, très, très réduit. Antonin André, est-ce que l'État a failli à protéger cette femme ou est-il impossible de garantir une protection immédiate comme ça à chaque plaignante Comment quantifier comme ça quand on se dit tiens là, la personne va passer à l'acte? C'est toujours délicat. On ne peut pas faire d'un cas individuel une leçon générale sur l'État a failli. Ça me semble un peu rapide. Ce qu'on sait aujourd'hui et ce dont les services de police et de justice doivent avoir conscience, c'est que quand une alerte est donnée par une femme, il n'y a pas tellement de délai d'attente. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux tout de suite le dépôt de plainte d'une femme et qu'elle a besoin d'être protégée parce que le simple fait d'aller déposer plainte accentue encore, j'allais dire, le danger sur sa propre personne. Donc je ne sais pas là si les services de police ont manqué de célérité. C'est vrai que la concomitance de cette plainte et de cette agression laisse à penser qu'il y avait une urgence à protéger cette femme et que manifestement cette urgence n'a peut-être pas assez suffisamment été évaluée. Mais voilà, on est dans un mouvement sociétal où les agressions sur les femmes et les enfants, on l'a vu avec l'histoire de cette jeune fille qui a été violée et assassinée à l'été, fait prendre conscience à quel point la justice a tellement de missions à mener que parfois, elle ne sait plus très bien faire la hiérarchie. Et dans cette hiérarchie macabre, eh bien, parfois, les féminicides et les violences faites aux enfants sont oubliés. Il y a une prise de conscience de l'État sur ce sujet-là. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Le ministre de la Justice a d'ailleurs fait une note qui a pointé des défaillances du système judiciaire, du système policier et d'enquête, ce qui n'a pas plu aux syndicats de police. La réponse ne va pas se faire dans un claquement de doigts. Changer des mentalités, changer des pratiques et essayer de... Voilà, il faut qu'elle soit rapide parce que ça nous est insupportable, mais on ne peut pas non plus supposer qu'il y a une culpabilité ou une négligence consciente des pouvoirs publics et des policiers.